vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on est dans un mois particulier, parce que le mois de février, c'est le mois où on met un focus important dans le monde sur les zones humides, hein, depuis que la Convention de Ramsar existe, voire un peu plus tard, après le début de son existence, les initiateurs ont souhaité qu'un moment particulier soit consacré à un regard sur les zones humides à travers le monde. Je crois qu'en France, on a le tampon, puisqu'on sont organisés, grâce à des organisateurs locaux, collectivités, assos, et différentes personnes qui prennent l'initiative, 600 ou 700 événements, plus de 700 cette année. Donc on est allé crescendo. C'est une des missions que c'est confiée, si j'ose dire, qu'assume l'association Ramsar, que j'ai le plaisir de présider depuis une dizaine d'années maintenant. C'est précisément de faire connaître, mobiliser sur ces sujets, une période de l'année qui n'est pas tellement agitée parce que le temps ne s'y prête pas sur le plan des événements extérieurs, mais globalement on a des lancements de journées mondiales maintenant qui sont extrêmement suivis parce qu'on a essayé de leur donner un relief particulier. On était nombreux réunis la semaine dernière à Saint-Omer, dans le Marais Audomarois, avec des tas de contributions, des tas de réflexions, des visites de terrain. Et on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir Martha Rioras. Je ne pense pas beaucoup espagnol, j'ai du mal à citer son nom. Martha Rioras, qui est secrétaire générale de la Convention de Ramsar, et qui suit nos travaux avec intérêt en France. Alors on a un avantage considérable sur les autres pays du monde, c'est que comme elle est basée en Suisse, c'est plus facile de venir en France que d'aller en Corée. Mais elle vient néanmoins avec beaucoup d'intérêt suivre nos travaux. Elle était déjà venue à Frasnes, dans le Doubs, où nous avions eu nos journées nationales à l'automne, puisqu'il y a deux événements qui rythment la vie de Ramsar France. C'est la contribution à la journée mondiale et l'ouverture de cette journée mondiale, et puis une journée de réflexion que nous menons, où nous étions au début une vingtaine, et aujourd'hui, cette année, nous étions à Amiens, nous étions plus de 200, 220 à réfléchir sur ce sujet. On a eu la chance, grâce à ce travail qui est engagé depuis une dizaine d'années avec tous ceux qui nous aident, on a eu la chance de fêter la 50e labellisation Ramsar, qui est pour la zone Scarpesco, donc qui est dans les Hauts-de-France, au sud du département du Nord, à la frontière belge, donc qui jouxte une autre zone de Ramsar qui est belge cette fois, et qui contribue à enrichir les zones Ramsar des Hauts-de-France, puisque maintenant avec le Marais Audomarois, la baie de Somme, la vallée de la Somme, Scarpesco, les marais de Sassy dans l'Oise, on commence à avoir une jolie collection de sites très intéressants sur le plan de la biodiversité, spécialement sur les zones humides tourbeuses, puisque nous avons de la tourbe alcaline en quantité. Je ne vais pas dire qu'elle est à revendre, parce qu'il faut mieux qu'elle reste stockée, mais voilà, on est très intéressés. Alors on n'est pas tellement mangrove, nous, dans les Hauts-de-France, parce que le climat ne s'y prête pas, mais on parle néanmoins toujours avec beaucoup d'intérêt des mangroves, de nos frères et cousins des pays d'outre-mer liés à la France et dans le reste du monde. Alors on va avec plaisir répondre à vos questions, peut-être vous donner quelques indications sur les enjeux. Il se trouve que Frédéric et moi, Frédéric Tufnel, qui est député de Charente-Maritime, et moi-même avons eu l'occasion de nous rencontrer, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion tellement de le faire avant, et grâce au Premier ministre, qui nous a confié une mission sur les zones humides. Vous avez peut-être entendu parler, j'en ai apporté un exemplaire pour vous le montrer, qui s'appelle Terre d'eau, Terre d'avenir, sur lequel nous avons fait un point sur la situation des zones humides en France, une situation qui n'est, malgré ce que je viens de vous dire, qui est plutôt positive et optimiste, malgré tout une situation qui est très mauvaise, puisque on a eu une contribution, c'était hier, à l'Assemblée nationale sur les zones tourbeuses, par exemple, qui ont disparu par centaines, par milliers d'hectares, mais c'est vrai pour les prairies humides. Je vais poser la question tout à l'heure au ministre de l'Agriculture, nous avons un débat sur cette question-là, sur la loi foncière,
On a fait une loi foncière qui était très pétrole, puisqu'il s'agissait de favoriser la grande culture, les engrais. On crevait de faim en France, il faut penser à ça. Et une époque, après la guerre, il ne s'agissait pas de se poser la question de savoir ce qu'on faisait, il fallait nourrir la population. Moi, vous allez penser que je suis très très vieux, mais quand j'étais gamin, j'avais une carte de aidez-moi, rationnement. Voilà. Ma mère m'a montré ça solennellement un jour, en disant que le grand gaillard que tu es devenu a été mal nourri dans les premières années de sa vie, parce j'habitais Paris, on avait des cartes de rationnement. Bon, donc ça veut dire que, évidemment, je dois paraître très très vieux pour les plus jeunes, mais c'est pas si vieux que ça. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on passe très vite d'une situation à l'autre, et qu'on a, dans un mouvement qui était probablement difficile à contrôler, favoriser le pétrole sous toutes ses formes. Le pétrole pour faire avancer les machines, le pétrole pour faire des engrais, et donc aujourd'hui, évidemment, on paye les pots cassés, et c'est très compliqué, parce que derrière l'agriculture, il y a des hommes et des femmes, et que c'est très compliqué de leur dire qu'ils ont mal fait, j'avais employé un vilain mot, ils n'ont pas bien fait pendant des années, alors qu'on leur a dit il faut... Et donc on a fait des lois foncières qui favorisaient cette agriculture intensive qui servait à nourrir. Aujourd'hui, il faut qu'on jette l'eau et l'humain et le bébé avec, en disant c'est lamentable, etc. Donc il faut avoir un peu de recul, regarder les choses de façon intelligente, la plus intelligente possible, mais c'est pas foutu. C'est toujours ça qu'il faut se dire avec la nature. La nature a une capacité de résilience qui est extraordinaire. Sans ça, il n'y aurait plus de nature sur la Terre, avec tout le mal qu'on lui a fait. Elle a une capacité de résilience qui est considérable. Donc, il ne faut pas désespérer. Ce qu'il faut, c'est corriger, revenir à des principes plus simples. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette question, Frédéric et moi, avec l'aide de nos collaborateurs et de tous nos amis qui nous ont beaucoup aidés dans ce questionnement. Il y a des choses à faire, on va essayer de légiférer un peu. Il y a des choses qui se sont déjà faites, par exemple faire en sorte qu'on ne détruise plus les zones humides par milliers d'hectares comme on l'a fait de façon... Et essayer d'appliquer la séquence éviter réduire compenser. Si vous commencez par déjà appliquer ces deux sujets-là, on essaye d'éviter alors qu'on va directement à la compensation, voilà déjà un premier pas qui pourrait être fait dans la bonne direction. Cela étant, c'est très compliqué parce qu'il y a une appétence d'artificialisation des sols, d'organisation du territoire qui soit avec des grandes routes, des grandes zones industrielles, des grandes zones d'activité, des grandes zones de logement, des routes giratoires pour la sécurité routière, des ouvrages d'art pour les autoroutes, les trains, etc. Donc voilà, tout ça, on est avec des injonctions contradictoires. Nous-mêmes sommes remplis individuellement d'injonctions contradictoires, mais la société vit avec des injonctions contradictoires. Et donc, si on met un peu de fiscalité là-dedans pour mettre un petit peu de piment, on s'aperçoit que si on fiscalise fort la taxe carbone, ça fait hurler tous ceux qui n'ont pas les moyens de la payer, etc. Alors qu'il faudrait pouvoir le faire, mais on ne peut pas le faire, etc. Donc, on voit bien que c'est très très compliqué. Les gouvernants sont parfois adroits, parfois maladroits, plus souvent probablement un peu maladroits que adroits, mais ils passent comme ils peuvent entre les gouttes et ils essayent d'avancer dans la bonne direction. Donc c'est des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui et la thématique qu'avait souhaité le comité français du ICN, l'association des journalistes environnementaux et JNE, je ne sais pas quelle est la signification de cet acronyme. Association journalistes naturalistes. Voilà, merci de m'aider. Voilà. C'est des rencontres collectives que vous organisez ensemble pour discuter vers le congrès du ICN qui va avoir lieu dans très peu de temps maintenant. Donc on est dans le mois des zones humides, de la pensée que nous avons vers les zones humides, biodiversité, l'enjeu des zones humides, mangroves et du zéro artificialisation nette. Voilà le thème, la thématique de cette réunion. Alors je ne sais pas, moi j'ai fait quelques mots d'introduction. Probablement, Frédéric, ça serait bien qu'elle dise quelque chose. Bonjour mesdames et messieurs. Oui, j'ai été le compagnon de route de Jérôme Bignon pour la réalisation et l'écriture de ce rapport sur les terres d'avenir. Moi, je voudrais revenir sur un point qu'il n'a pas cité, Jérôme, et qui me paraît important, c'est le fait qu'il y avait eu d'abord le rapport du préfet Bernard, qui avait, lui, fait un rapport exemplaire sur les zones humides, mais à son époque, en 1994, on ne parlait pas de l'impact du changement climatique.
Moi, je voudrais simplement revenir là-dessus sur l'impact du changement climatique qui me paraît très important parce qu'aujourd'hui, vous avez 68% des communes en France qui seront soumises, qui sont et seront soumises à un dérèglement climatique majeur. Ça, c'est important à souligner. Vous avez aussi, alors que ce soit en bord de mer, des lacs, les cours d'eau, la montagne, etc. Et vous avez, il faut savoir que le risque d'inondation touche en moyenne 16 000 communes en France. Donc c'est quand même important, 300 agglomérations. Il y a 9 millions d'emplois qui sont exposés et 17 millions de Français. Quand on regarde ces chiffres, on se dit que nos politiques publiques doivent maintenant intégrer des décisions et faire face au défi d'artificialisation pour contribuer à trouver des solutions qui vont aider à contenir ces inondations par le biais des solutions sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec Géraud, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont des solutions à moindre coût, qui me paraissent très intéressantes et qui permettent au moins, à un moment donné au territoire, de s'emparer de cette question-là, parce que la question en montagne est complètement différente d'un bord de mer ou d'un lac, où il y a des inondations, où là on a artificialisé. Il a très bien dit, Jérôme, on a artificialisé beaucoup trop pendant certaines années, mais ça c'était la nécessité du moment qu'il faisait. On avait besoin de le faire. Maintenant, il faut penser à peut-être reperméabiliser, rechercher des solutions, des matériaux qui soient perméables, et puis surtout, essayer d'utiliser les zones humides qui sont là, pour celles qui restent encore, et surtout de ne plus en détruire 1 mètre carré. C'est ça qui semble important et qu'on a essayé de démontrer à travers notre rapport. Donc la zéro artificialisation nette, c'est le net qui l'emporte. Bien sûr, on va artificialiser, on a besoin, mais de quelle manière on le fait et de quelle manière les territoires s'emparent de ce sujet. Donc c'est ce que nous avons essayé de présenter dans le rapport en disant que les projets territoires, ce sont essentiels pour y arriver, que ce soit pour les questions de neutralisation carbone aussi, sur les gaz à effet de serre, puisqu'on sait que ce sont des puits de carbone exceptionnels, comme les tourbières dont on vient de parler. Et là aussi, notre proposition a été reprise sur la protection de 100 000 hectares de tourbières, a été reprise dans le cadre des Assises de l'eau, qui a été lancé par Emmanuel Barbon. Donc il y a bien un grand projet de restauration des tourbières. Mais il faut savoir qu'il existe encore une dizaine d'exploitations de tourbes, on a appris ça hier matin, en France. Et c'est dommage parce qu'on retourne, on relâche dans l'atmosphère les quantités de CO2 et puis on a besoin de les préserver et elles sont taxées. Donc les leviers fiscaux, nous les avons indiqués aussi dans notre rapport parce que ça nous paraît important de le souligner. Et puis par voie réglementaire, voir ce que l'on pouvait quand même améliorer dans le cadre de la protection des zones humides. Sur la préservation des continuités des écosystèmes, parce que c'est des richesses de biodiversité exceptionnelles, ces zones humides. Donc il faut arriver à les protéger, redonner envie aux habitants, aux citoyens de se promener aussi, parce que ce sont des aménités paysagères exceptionnelles. Et enfin, pour terminer, c'est vrai que c'est des lieux, on l'a dit aussi, mais de pastoralisme aussi qui est très intéressant pour l'élevage. Dans ces prairies humides qui sont quand même là pour aider à ce que la nature reprenne ses droits et rendre les services tant attendus dans les territoires. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je rajoute quelque chose. Oui, vous avez travaillé sur l'outre-mer. Alors sur l'outre-mer, nous ne sommes pas dans l'outre-mer. On a un peu parlé des mangroves, mais très peu, parce que c'est peut-être le sujet que nous avons un peu moins travaillé. Sachez que moi, à l'Assemblée nationale, j'ai lancé avec d'autres parlementaires, les parlementaires engagés pour la nature. Et c'est à cette occasion qu'hier matin, nous faisons des petits déjeuners, un petit déjeuner sur une des thématiques du congrès de l'UICN, jusqu'au mois de juin prochain. Sur une des thématiques, donc hier matin, nous avions la question des mangroves. Voilà. Mais le sujet est très vaste et un peu compliqué aussi, parce qu'on le connaît moins bien. Mais il est intéressant de vraiment travailler sur les mangroves. Je pense qu'on peut certainement avancer sur ce sujet-là pour que mieux les protéger demain. Et d'ailleurs, nous, on voudrait faire une demande auprès du Premier ministre. Il y a un autre rapport qui
soit dédié cette Oui. fois d'outre-mer. C'est ça. Parce que là, c'est vrai qu'il était très métropolitain, il y avait juste un petit encart sur j'arrive sur en Guadeloupe. Oui. Et les mangroves, mais vous voyez ma présentation, il n'y a pas que des mangroves dans les outre-mer principaux, il y a aussi tous les autres types de zones humides. J'aimerais savoir, en fait, c'est le Premier ministre qui a décidé de limiter ça avec la zone ou si c'est vous, les parlementaires? Non, c'est nous parce que nous avions un temps contraint. La mission était normalement de 4 mois, on a dépassé à 6 mois, donc on avait Mais la mission était lancée, il faut avoir faut dire tout. Oui. Parce que c'était le 4 août, le 3 août, c'était ma première sieste de l'été. Le conseiller parlementaire du Premier ministre me réveille, je venais de m'endormir, j'avais bêtement pas débranché mon téléphone, allô, etc. Et le Premier ministre vous confie un rapport, vous allez le rendre pour Noël. Et en fait, on a 6 mois. Au bout de 6 mois, vous basculez dans un autre statut, vous n'êtes plus parlementaire. Donc, on est tous les deux à rester encore un peu. Donc, il faut qu'on ait fini. Mais quand vous imaginez, mois d'août, j'ai repris la main là, rapidement, mais mois d'août, trouver une équipe pour vous entourer, il n'y a pas grand monde de disponible. Donc on a commencé à travailler au mois de septembre, de constituer l'équipe, etc., d'organiser le calendrier, de réfléchir, de voir avec qui on travaillait, comment on travaillait, quel rythme, parce qu'on continue d'être parlementaire. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que ça ne plaît pas tellement aux instances parlementaires elles-mêmes, parce que c'est une nomination gouvernementale, et on ne dépend plus, entre guillemets, pendant quelques temps, mais on ne vous facilite pas la tâche ici au Sénat. Donc c'est... à l'Assemblée nationale, pas davantage. On n'est pas ennemis, mais on travaille pour le gouvernement. Donc on est un petit peu passé de l'autre côté sans l'être complètement. Et à la différence des rapports parlementaires qui étaient confiés dans les législatures précédentes, depuis très longtemps, il y a une dégradation de l'assistance qui était apportée. Au début, il y avait des moyens, on donnait on donnait des grosses équipes. On remboursait les frais, on ne les rembourse plus. Enfin, il y a toute une dégradation. Vous allez dire c'est mesquin ce que je dis, mais c'est pour montrer qu'il y a une espèce de déliquescence. Cela dit, quand on est sur le terrain au nom du Premier ministre, on est reçu par les préfets, par les présidents de société, on n'a pas de difficulté à organiser notre travail. Mais on n'est pas très aidé sur le plan matériel, et donc aller outre-mer. Là, il y a un collègue qui vient de faire un rapport sur l'érosion littorale avec Jean-Pierre Thibault, qui était celui qui travaillait avec nous. Ils sont partis, ils sont rentrés, ils étaient liquéfiés. Ils sont allés Martinique, Guadeloupe et Guyane. C'était formidable. Ils n'ont fait que ça. Pendant 6 mois, ils n'ont fait que ça. Et ils n'ont pas eu l'obstacle qu'on a eu d'avoir un mois qui était mort, plus la période de Noël où, traditionnellement, en France, du 20 décembre jusqu'au 10 janvier, il ne se passe pas grand-chose sur le plan du boulot administratif. Donc on a eu en réalité 2 mois qui ont été pratiquement au moins 6 ou 7 semaines qui ont été bouffés, il nous en a resté 4 et demi. Et c'est pas si simple que ça de... Alors en plus, on avait la chance, c'est qu'on était une équipe, mais quand on est une équipe, forcément ça discute. Quand vous êtes tout seul, c'est ce que vous pensez quand vous le pensez. Quand vous êtes deux, il faut créer le consensus, ce qu'on a essayé de faire. Frédéric et moi, on ne s'était jamais croisés avant de faire ce rapport. Donc il y a des expériences de rapport qui sont calamiteuses parce que l'équipe ne se forme pas. On est divergents et c'est pas vérifié avant. Il n'y a pas un coach qui teste la faisabilité de la maison. Voilà. Tout ça pour dire qu'on a été extraordinaires tous les deux. Mais j'en avais fait un avant qui était pas mal. On avait fait à 8 parlementaires. C'était un challenge. C'était un rapport sur la politique portuaire de la France. Et donc il y avait 4 députés et 4 sénateurs. Et il y avait un tandem pour les ports du Nord, un tandem pour la vallée de la Seine, un tandem pour l'océan Atlantique et un tandem pour la Méditerranée. Et après, donc chacun travaillait de son côté, et il a fallu faire des propositions communes. Voilà, là aussi c'était un challenge. Quelque chose que je voudrais dire, je reviens sur notre rapport. Quand on a été nommé, il ne faut pas oublier qu'on a été nommé en mission donc, par le Premier ministre, et que le ministre de tutelle à l'époque, c'était Nicolas Hulot. Ah oui, qui est parti. Il a démissionné. Oui, en plus, on n'a pas vu le ministre. Voilà, c'est ça. C'était inscrit dans le plan biodiversité, démission de Nicolas Hulot, c'est pas un moment important. Donc nous avons après présenté notre rapport à François de Rugy, qui est parti. Alors, je vais vous dire une chose, parce que malheureusement, on n'a pas marqué sur le rapport, et on ne l'a pas marqué là, et si vous voulez le lire, et je vous invite vivement
je les incite vivement à lire. Enfin, pas tout, ça se feuillette, on a fait des résumés, donc si vous avez une heure à passer dessus, vous serez largement, vous pouvez retrouver dans le texte, il y a un chapitre, un passage qui vous intéresse davantage. Le rapport, c'est assez simple, c'est terre d'eau, terre d'avenir, comme ça s'écrit, terre avec un S, et d'eau, D apostrophe EAU, donc il n'y a pas d'apostrophe en l'occurrence, c'est terre DEAU, comme si c'était tout attaché, terre d'eau, terre d'avenir.com, vous allez sur internet et vous trouvez. Est-ce que j'ai une question, s'il vous plaît? On a mis le lien sur l'invitation, notamment sur le site de la JE. Je vous en prie, madame. Laurence Ladouri. Est-ce que vous voulez bien nous en exposer les principales propositions? Il y en a pour un moment, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est long, il est en ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, d'abord, on va peut-être, pour aller vite, je ne vais pas broder dessus. On a récapitulé les listes analytiques des recommandations et un récapitulatif des recommandations. On a vraiment fait du travail pour aider ceux qui voulaient s'en inspirer. La table des matières, voilà, je vais vous dire, quand je ne sais pas quoi dire, je lis la table des matières, c'est un carnet. Donc, on a commencé par une introduction classique sur l'affirmation du rôle des zones humides. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui disent ça ne sert à rien, ça sent mauvais, c'est pollué, etc. Nous on a dit c'est essentiel, c'était le principe de base. Les 7 services rendus par les zones humides. Et on s'est dit, il faut être très très positif, parce que comme il n'y a pas une vision très positive des zones humides, c'est dans les cajoleries, les moustiques. Vous savez qu'en Corse, les femmes héritaient des zones humides le long de la plage, et les hommes avaient la châtaigne dans la montagne. Donc ça veut dire que si les hommes héritaient de ce qu'ils pensaient être bon, les femmes avaient ce qui était considéré comme mauvais, la partie marécageuse. Et aujourd'hui, les femmes sont riches parce que les zones humides sont devenues très intéressantes sur le plan de la valeur foncière, alors que là, tout le monde se fout de la châtaigne dans la montagne. Alors les services, contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, ça va de soi, c'est un vrai sujet. Un rempart, une atténuation des effets du changement climatique sur le cycle de l'eau, submersion marine, sécheresse, inondation, un rempart face aux submersions marines, enfin bon, bref, voilà. Des réserves hydriques naturelles en période de sécheresse, une protection contre les inondations, l'auto-épuration des eaux, contribution majeure à la santé publique, réservoir de biodiversité végétale et animale, terrestre et marine, approvisionnement et production alimentaire, aménité paysagère contributrice au bien-être quotidien, tourisme, loisirs, activités, économie d'accueil. Donc si vous cumulez tout ça et que c'est développé, vous avez une trentaine de pages sur ces problématiques qui sont des problématiques sur lesquelles on a bien réfléchi, bien analysé. Et d'ailleurs, quand on analyse le travail qu'on a fait sur Ramsar ces 10 dernières années, les premières réunions qu'on faisait, on parlait que de l'eau, les zones humides, il faut les garder, etc., la faune, la flore. Aujourd'hui, on travaille énormément sur le birdwatching, parce qu'il y a des tas d'endroits qui se sont dit, finalement, la zone humide c'est intéressant, parce que c'est des zones où on n'a pas un tourisme nécessairement florissant, mais par contre on va avoir des gens qui vont venir parce que s'ils apprennent qu'il y a une cigogne noire, ou qu'il y a une barge avec une queue particulière qui va se poser, ou des buteurs étoilés qui sont là, etc. Donc les gens font des kilomètres en voiture, éventuellement les Anglais franchissent le Channel pour venir voir les oiseaux, etc. Donc c'est un vrai sujet le développement touristique dont on ne parlait pas dans nos colloques précédemment est venu maintenant dans les premiers rangs des conversations, parce que les zones rurales qui cherchent à avoir des projets de territoire se disent finalement on a des zones humides. Ces zones humides, il y a la chasse, il y a la pêche, évidemment on y pense spontanément, mais il y a aussi des tas d'activités liées à la nature, l'économie de l'accueil. Alors ensuite, la deuxième partie, je continue encore un peu, Frédéric, je lis, alors tu peux le lire à ma place. Oui, non, je vais reprendre les messages sur les recommandations que l'on a faites, parce que c'est quand même important. Alors tu prendras les recommandations, c'est la troisième partie des recommandations. Et puis les recommandations et surtout ce qu'elles sont devenues depuis... En ce qui concerne, j'ai lu votre rapport de A à Z avec beaucoup d'intérêt. Merci, Mais maintenant je au moins un lecteur. Moi je ne suis pas celui-ci. La première recommandation portait déjà sur la définition des zones humides. Ouais. Rappelez-vous, le Conseil d'État avait rejeté la définition du Code de l'environnement sur le et. Il fallait avoir les deux critères pour qualifier les zones humides, à la fois de l'eau et des plantes. En fait, quand il n'y avait pas donc, de plantes, on considérait que ce n'était pas une zone humide.
si je fais un raccourci. Du maïs, dans lequel on ne voyait plus qu'il y avait des zones humides autrefois, mais dont la terre était encore caractérisée comme une terre humide, bien, elle n'était pas considérée comme zone humide, donc on pouvait continuer à cultiver du maïs dedans. Et donc ce que nous avons fait, et ça c'est Jérôme Bignon qui a pu le faire au Sénat à un moment donné où nous avons réussi à glisser au moment de la création de l'Office français de la biodiversité, qui est la fusion de l'AFB et de l'ONCFS, au moment de la création de l'OFB, nous avons glissé un amendement pour transformer le « et » en « ou ». Ce qui a changé absolument tout. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Maintenant, l'article, il a pas abouti. Ça, c'est vrai qu'il nous emballe un peu, mais bon, nous on est ravis. J'ai reçu des coups de parce téléphone que vengeurs. ce point-là était essentiel pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toucher à un autre point de la loi, du Code de l'environnement, si ce point-là n'était pas clarifié, pour définir ce qu'était une zone humide. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième, c'était aussi de compléter l'article 211-1 du Code de l'environnement, qui énonce l'intérêt public qui s'attache aux terres d'eau et qui met en valeur la restauration, la création, la valorisation des terres d'eau qui sont d'intérêt général. Rappelez que voilà, l'intérêt général de ces fonctionnalités qui sont de leur protection et ces particularités qui ont un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'atténuation des effets sur le cycle de l'eau. Ça, c'est plus compliqué à mettre en place. C'est l'objet d'une PPL sur laquelle nous travaillons avec mon collaborateur et Jérôme et d'autres personnes qui sont autour de nous pour nous aider à définir, à compléter le Code de l'environnement. Et là, ça devient compliqué parce que quand on travaille à plusieurs, c'est pas tellement le problème de Frédéric et de moi qui est compliqué, c'est le problème de tous ceux qui nous entourent et notamment l'administration parce que il y a des bagarres inter-services dans l'administration sur ces sujets-là, ils sont très très attentifs. Si vous touchez au code de l'urbanisme ou si vous avez, bon, faut qu'on soit à la fois très y aller, il faut être courageux pour y aller, mais il faut aussi vous mesurer qu'il peut y avoir des résistances qui sont très, il y a des susceptibilités. Il y a des guerres de chapelle idéologiques quasiment. Alors on les franchit, mais il faut mesurer que légiférer dans notre pays, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait quelques années que je m'en occupe. C'est beaucoup plus compliqué que les gens ne le croient, si vous saviez. Voilà. Ensuite, il y avait donc toute une partie des recommandations sur la question de la mise en responsabilité des territoires. Parce qu'on sait que ça se passe ça sur les territoires. Donc, en lançant, en se disant, il faut qu'on arrive à lancer des partenariats, des appels à partenariats locaux pour la préservation et la gestion et la restauration des zones humides. Mettre à l'étude un programme de réhabilitation des 100 000 hectares de tourbières, donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Et pour aller dans ce sens-là, on se dit qu'il faut qu'on arrive à prescrire des expérimentations attachées à des paiements pour services environnementaux. CASA, ce sera franchement l'objectif, puisqu'on sait qu'il y a des expérimentations déjà sur le territoire français, que demain la PAC est en train de réfléchir aussi sur des PSE. C'est encore un autre sujet, mais ce serait bien que ces projets de partenariat soient dotés de PSE. C'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les PCAET, au fond, territorialiser l'action, c'est mettre autour de la table les acteurs, les agriculteurs, les associations de protection de la nature, les collectivités territoriales, mobiliser tous les gens qui sont mobilisés, parce que sur le territoire, l'expérience nous démontre, Frédéric et moi, qu'on arrive à trouver des solutions. Les grands clivages idéologiques n'existent plus, ils existent moins, plus on s'approche du territoire. Parce que voilà, la nature a des règles qu'on est bien obligé d'appliquer, tout le monde accepte de s'y conformer. Mais c'est très compliqué d'avoir cette volonté. Alors pour les PCAET, c'est en train de se mettre en place de façon assez efficace, moi j'ai plutôt l'impression. Il faudrait essayer d'avoir cette espèce d'outil, de plan d'aménagement. Il va peut-être y avoir une opportunité, je le dis comme ça parce que c'est un sujet qui est devant nous, avec la loi foncière qu'on attend. Si c'est pour refaire une loi foncière comme celle qu'on a faite après la guerre, ça n'a pas d'intérêt. Si on fait une loi foncière en associant les agriculteurs, les écologistes, etc., et qu'on arrive à mettre, comme le dit très justement
Frédéric, un peu de sous avec les paiements pour services environnementaux. Alors on a un débat sur ces paiements pour services environnementaux parce que l'État, et notamment le ministère de l'Agriculture, nous dit mais si vous avez déjà les MAE, vous ne pouvez pas cumuler avec le PSE. Mais justement, ils n'ont pas compris que ça ne couvrait pas le même objectif. Donc il faudrait au contraire pouvoir cumuler les deux pour pouvoir rendre possible pour des cultivateurs. Un cultivateur qui fait des céréales, aujourd'hui, il doit travailler à mi-temps pour avoir sa récolte de céréales. Parce que le blé, ça pousse sans qu'on s'en occupe. Hein. On passe un petit peu d'engrais au début, on laboure, etc. On travaille à peu près à mi-temps. Un paysan qui fait du lait, c'est tous les jours de l'année, quel que soit le temps, y compris le samedi, y compris le dimanche, et y compris les, entre guillemets, vacances. Donc ça veut dire que pour gagner la même chose, il y en a un qui travaille et ne gagne pas nécessairement la même chose en travaillant à mi-temps. Donc il y a un vrai... Le paysan qui s'installe pour faire du lait, au bout d'un moment, il se dit « mais je suis un abruti, je travaille toute l'année, je gagne la moitié de ce que gagne l'autre, je m'use la santé, mon couple en souffre, parce que parfois la femme ne le supporte plus, ou ne le supporte mal, elle élève les enfants, elle part faire un autre métier pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc il y a un vrai problème sociologique hein, qui tient à la nature de l'engagement agricole pour les jeunes. Et si on n'arrive pas à trouver la façon de rémunérer le fait de travailler sur les zones humides, alors il y a les paiements pour services environnementaux, il y a l'achat, il y a une expérience qui est menée qui est très intéressante qu'on a vue pendant notre travail, c'est ce qui se passe dans la Loire autour d'Angers, les basses vallées angevines, où l'agglo, pour pouvoir gérer l'afflux d'eau lié à la pluie d'hiver, et le manque d'eau a dit aux paysans, attendez, on va s'entendre, on achète vos vaches. Donc comme ça, vous allez pouvoir laisser les oiseaux nicher dans vos prairies sans les faucher trop tôt, pour que le râle je sais plus c'est quoi, c'est le râle des genêts, merci, le râle des genêts puisse laisser ses poussins se développer. Bref, il y a un accord. Et on achète la viande et on nourrit les écoles, les collèges, les lycées. Et comme ça, c'est d'une forme de paiement pour services environnementaux. Vous rendez service à la ville d'Angers parce qu'elle ne va pas être inondée, parce que vos pâtures servent d'exutoire à l'eau. On gère l'eau, un peu comme les grands bassins de la Marne, de l'Aube et de la Seine en amont de Paris, sauf que là, c'est totalement naturel. Et donc, ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant, tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est typiquement ce genre de politique Oui, je voudrais juste compléter pour dire, parce qu'il faut peut-être qu'on avance. Il y avait des aspects aussi financiers et fiscaux que je voulais quand même rappeler, qu'on avait indiqué dans notre rapport. La mise en place de l'expérimentation suivie des PSE, étudier la faisabilité de la création de fonds régionaux d'investissement sur les zones humides. Et ça, c'est intéressant parce que c'est en lien, par exemple, avec le territoire zéro carbone d'horizon 2040, lancé par La Rochelle, et des projets territoires d'innovation grande ambition qui ont été lancés par le gouvernement. Le troisième point, c'était généraliser à toutes les zones humides l'exonération totale aux parcelles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et ensemble, donc on a avancé un peu. Sur la taxe additionnelle sur les tourbières, elle a été supprimée. Ça, c'est notre amendement que nous avons réussi à passer au PLF, pardon. Et puis, on avait aussi voulu ramener le taux d'imposition sur la fortune immobilière au plancher de 25%, qui est applicable à celui des bois et forêts, parce qu'elles sont plus fiscalisées les zones humides que les bois et forêts. Donc, ramener tous au même niveau. Et pour terminer, il y avait une mesure pour renforcer la fiscalité relative à l'artificialisation et à l'imperméabilisation des sols, et instaurer une taxe sur les opérations d'assèchement des zones humides. Alors là, je pense que c'est le sujet que madame, vous allez aborder maintenant. Je vais vous laisser la parole, moi j'imagine, sur l'artificialisation des sols. Donc c'est vraiment le sujet parce qu'on est là-dessus, nous, l'objectif de zéro artificialisation nette ou de zéro suppression des zones humides, nous sommes vraiment dans cette ligne. Donc écoutez, je vous passe la parole. Tout ce qu'on n'a pas dit, c'est dans le rapport. Voilà. Et plus. Voilà, donc nous allons entendre maintenant Madame Eliane Auberger, vice-présidente de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Merci. Oui, donc moi je ne vais pas vous parler exclusivement de zones humides, je vais vous parler d'artificialisation des sols. On va essayer de comprendre le phénomène, le dynamisme de ce phénomène et bien sûr voir l'impact que ça a sur les zones humides, entre autres.
parce qu'il n'y a pas que les zones humides qui s'artificialisent. Et je vais replacer ça dans le cadre de la motion, alors ça ne marchera pas, voilà, dans le cadre de la motion déposée par l'UCN de France, parmi les 27 motions pour le congrès de Marseille, il y en a une qui s'appelle « Lutter contre l'artificialisation des sols ». Vous aurez le PowerPoint, je crois que vous sera distribué. Donc, bon, alors pourquoi la Fédération des conservatoires s'est sentie légitime pour être co-sponsor, sponsor principal de cette motion? Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans qu'on est sur le terrain, ça fait 30 ans qu'on est acteur de terrain, ça fait 30 ans qu'on mesure les ravages de l'artificialisation des sols. Nous sommes des gestionnaires d'espaces naturels, mais nous travaillons également, nous apportons d'expertise, nous travaillons avec des collectivités publiques. Ça a été mentionné tout à l'heure, le rôle des collectivités publiques. Nous sommes vraiment, on va dire, sur le terrain et on se rend compte des ravages que fait l'artificialisation des sols. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes sentis légitimes pour être co-sponsors de cette motion. Un petit rappel quand même pour dire que les conservatoires, eh bien, c'est un petit peu moins de 200 000 hectares gérés en métropole et c'est 6 millions de visiteurs sur le site. Donc nous avons des espaces qui sont connus et visités et ça c'est important. Et pas que les zones humides, mais pas mal de zones humides quand même. Voilà. Alors, quand on parle d'artificialisation, de quoi parle-t-on? Et ça, c'est un sujet d'importance. Parce que, d'une manière intuitive, dans le langage courant, quand on dit artificialisation, on a tout de suite la notion de dégradation. Mais lorsque l'on est dans le vocabulaire réglementaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Artificialisation, et c'est la définition qui est reprise dans le cadre de la motion lycéenne, artificialisation veut dire que les terrains sont passés d'un statut correspondant à les ENAF, espaces naturels, agricoles ou forestiers, espaces naturels au sens large, à des espaces qui sont dits urbanisés. Donc, quand on parle d'artificialisation, on parle en fait d'urbanisation, on parle de fragmentation par les infrastructures et on parle d'étalement urbain. On ne parle pas d'écologie, on ne parle pas de biologie des sols. Bien sûr, c'est lié, bien évidemment, mais ce n'est pas ça que ça définit. Et ça, c'est important parce qu'on va voir qu'il y a dans les 3 quarts des cas, artificialisation et dégradation écologique vont ensemble. Mais il y a quelques cas où ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Donc cette notion, cette définition est très importante. On a eu beaucoup de mal, je pense que les députés et les sénateurs ont dû s'en rendre compte, on a beaucoup de mal à préciser ces choses-là parce qu'on a du mal à le compter, on a du mal à le mesurer. Alors je vous passe les questions techniques de méthodologie, mais c'est pas simple et ça a conduit à la création d'un observatoire de l'artificialisation des sols qui a été créé l'an dernier. Donc aujourd'hui, on a des séries qui sont faites depuis 1982 principalement, mais on va certainement avoir de nouvelles séries statistiques qui vont nous amener à d'autres modes de comptabilisation. Ces questions-là sont techniques, mais néanmoins elles sont importantes. Alors, excusez-moi, je vais pas dans le bon sens. Voilà. Alors quand même, malgré tous ces biais et toutes ces difficultés, on va quand même essayer de faire un état des lieux. Cet état des lieux, les principaux chiffres que je vais vous donner sont liés à des inventaires qui sont faits par une méthode qui s'appelle Puritica, qui sont à base d'enquête et qui sont managés par le ministère de l'Agriculture. Alors l'état des lieux est le suivant. Aujourd'hui, on peut dire que l'on a en moyenne, entre 2006 et 2015, et les dates sont importantes, on a eu en moyenne 65 000 hectares d'artificialisation des sols par an. Artificialisation au sens où je l'ai défini tout à l'heure. Et vous voyez cette courbe. Cette courbe est importante parce qu'on a un creux. Alors je ne sais pas bien, ça fait compteur? Oui. Formidable. On a un creux ici. Ce creux-là, il est lié à plusieurs choses. Il est lié certes à des politiques qui sont mises en place, notamment en urbanisme, mais c'est lié également à la crise, avec la crise de
2009, on a eu moins de construction, moins de construction. Mais on voit, et ça par contre c'est important, on voit que ça repart. Et même les chiffres fluorescents montraient la sport. Donc on a eu une baisse, mais on a cru qu'on avait baissé, mais ça remonte. Ça remonte moins fort que ça l'était au début, bien évidemment, et fort heureusement, mais on a quand même une dynamique. Et ça, c'est quelque part, c'est important parce que ça veut dire que c'est vraiment le moment de se mobiliser. Et il faut dire que l'artificialisation des sols se fait principalement sur les espaces agricoles. Excusez-moi, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Ouais. Bon, ça se fait principalement sur les espaces agricoles, mais pas que, et ça se fait également sur les sols naturels, avec une plus grande importance sur les sols agricoles. Pourquoi? Parce que ça fait paraître tellement urbain. Et on a, les zones agricoles sont plus souvent contiguës aux espaces urbanisés que les grands espaces naturels qui eux peuvent être un peu plus loin. Donc, principalement sur les espaces agricoles. On disait, je vous interromps un instant parce que c'est vraiment très révélateur, on disait il y a une quinzaine d'années qu'il y avait la surface agricole utile d'un département qui disparaissait tous les 10 ans. On a été à 7 et aujourd'hui on est à 5. C'est-à-dire que la surface agricole utile d'un département disparaît tous les 5 ans. Donc je ne vous dis pas donc, le rythme auquel ça va, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc on va se reposer le problème qu'on s'est posé après la guerre de savoir comment il faut se nourrir. Il y a un problème. Enfin, on va voir, ça croise tous les problèmes. Ouais, tous les problèmes de notre époque sont croisés dans cette thématique. Alors, en 2014, sur la partie gauche de la diapo, c'est un état des lieux de 2014, et sur la partie droite, c'est les aspects plus dynamiques. On peut voir qu'en 2014, donc on avait environ 52 000 km², près de 10% du territoire qui était considéré comme zone artificialisée, au sens où je l'ai défini tout à l'heure. 42% c'est de l'habitat, mais quand on dit habitat en termes d'artificialisation, ce n'est pas du bâti. Sur une parcelle considérée comme relative à l'habitat, on a la construction, le parking qui va avec, la voirie et le jardin. Hein, donc dans les parties considérées comme habitat, vous voyez qu'on a 54%, c'est du jardin, c'est du sol, Et là, bien sûr, l'aspect écologique et la qualité du sol n'est pas la même que sous le parking où c'est imperméabilisé. Hein, donc vous voyez, le 42% c'est de l'habitat, et le foncier économique c'est 13%, et le poids des infrastructures de transport, très important, presque 30% des terrains artificialisés en 2014, et on a dû rester dans les mêmes proportions, c'est lié à des infrastructures de transport. C'est une notion qu'on n'a pas intuitivement, ça. Hein. Quand on pense artificialisation, on pense bâti, habitat, et on pense espace économique. Les infrastructures de transport sont très importantes. Alors maintenant, sur la partie droite, quand on regarde les constructions bâties, où est-ce qu'elles s'opposent? Eh bien, il y en a 43% qui sont en zone urbaine. Autrement dit, on met du bâti dans l'urbain. Donc on n'artificialise pas, puisqu'on est déjà dans des espaces qui sont considérés comme artificialisés. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le renouvellement urbain. Mais par contre, on a 57% des constructions, des parcelles bâties artificialisées, qui sont sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc c'est sur cela qu'il faut qu'on joue. Le levier, il est là. Le levier, il est de réduire ce 57%, et donc d'augmenter le 43%. Le 43%, c'est le renouvellement urbain, et le 57%, avec une densité très faible, qui est de 0,16, c'est quand même pas beaucoup, le 57%, c'est, il faut densifier. Au lieu d'avoir une densité de 0,16, il faudra augmenter la densité. Donc on voit qu'ici, on a deux clés. Première clé, c'est renouvellement urbain, et deuxième clé, c'est densification. C'est pas la seule clé. Excusez-moi, avant de changer. Quand vous dites 46% pour l'artificialisé sont pour le logement individuel, 3% pour du collectif, ça fait 49%. Les 51% restants. C'est 46% des terres artificialisées pour le bâti. Oui. Sont sur le logement. Qu'est-ce que je dis? Alors, les 51% restants, c'est quoi? Le reste, c'est les zones d'activité, c'est les constructions liées aux zones d'activité, et c'est les constructions liées aux équipements de loisirs. Parce que vous voyez, on a 4 catégories. Hein. Quand on parle de l'habitat, quand on parle de... Parce que le bâti, voilà, le bâti, ça n'est pas que l'habitat. Le bâti, c'est les zones d'activité, c'est les infrastructures, etc.
Donc, quand on parle de ce qui concerne quand on parle du bâti, on a 46% qui font du logement individuel et 3% c'est ce qui m'intéressait, c'était 51% restant. Voilà. Mais par contre, on voit que le rapport, le 46% de logement individuel, c'est quoi? C'est pavillonnaire. On est le principal moteur de l'artificialisation en France a été le pavillonnaire, il faut bien dire. Alors fort heureusement, on n'est plus à 100% dans cette logique-là, mais enfin, il y a encore très lourd de chez nous. Et donc, le pavillonnaire, c'est un modèle à la fois économique, mais c'est aussi un modèle culturel. Donc on voit que le levier, il va être culturel aussi quelque part. Je voudrais venir sur cette notion-là qui me semble importante. On sait bien qu'on va continuer à artificialiser, on ne va pas s'arrêter. Demain, construire, c'est évident, on en a besoin. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir à l'efficacité de l'artificialisation. Et ça veut dire que des densités comme ça, c'est plus possible. On peut artificialiser, mais il faut être efficace dans l'articulation. En clair, efficace, ça veut dire densifier, mais ça veut dire aussi superposer des artificialisations. Par exemple, alors je ne fustige personne, mais au lieu d'avoir du photovoltaïque au sol d'un côté et des toitures de zones d'activité de l'autre côté, eh bien mettons le photovoltaïque sur les toitures. On superpose deux formes d'artificialisation. Voilà, bon, je n'ai rien contre le photovoltaïque au sol et je ne voudrais pas qu'on incrimine. Mais voilà, l'idée c'est de rentabiliser, d'optimiser l'artificialisation qui néanmoins sera forcément nécessaire. Et donc on voit qu'on a... Alors je voudrais aussi dire que dans l'artificialisation par le bâti, eh bien on a 26%, donc j'ai la ville, j'ai le bâti, c'est artificiel, c'est de la zone nue, je me mets à côté dans un espace naturel agricole et forestier. Pour 26%, on se colle contre l'existant, c'est de la continuité, mais pour 24%, on va ailleurs, on se dilue, c'est du mitage. Le mitage a un impact énorme en termes de surface, mais aussi en termes de fonctionnalité écologique. On y reviendra tout à l'heure, mais ça c'est important. Et le reste, c'est l'artificialisation. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que l'artificialisation, elle est liée à des gros projets. On peut en parler longuement, mais c'est aussi lié à tout un tas de petits projets qui se diluent partout dans le territoire. Et le poids de l'habitat individuel, on le retrouve dans cette courbe qui compare l'évolution démographique, c'est la courbe bleue du bas, et l'évolution de l'artificialisation, c'est la courbe rouge en haut. Et on voit que le rythme est 3 fois plus élevé sur l'artificialisation que sur l'évolution démographique. Donc l'artificialisation, ça traduit le poids de l'habitat individuel qu'on évoquait tout à l'heure. Bon, et puis un chiffre, la tendance, si on ne fait rien, si on n'évolue pas, la tendance actuelle, eh bien, en 2030, on aurait 280 000 hectares. Ça revient à ce que disait M. Bignon tout à l'heure, les fameux départements, voilà. Bon, ce qu'on peut en conclure, c'est que le rythme est insoutenable, parce qu'à ce rythme-là, on ne sait pas où on va cultiver, on ne sait pas où on va faire l'élevage, et on ne sait pas où seront nos espaces naturels nécessaires à la biodiversité. Bon, cette carte, juste pour dire, pour montrer qu'on a une hétérogénéité assez importante de la pression de ce phénomène ramené à l'échelle nationale. Bon, je ne la commande pas, elle est peut-être moins intéressante. Par contre, celle-ci, ça c'est une carte qui a été établie au niveau communal. Donc chaque pixel de couleur correspond à une commune, et c'est établi avec un autre modèle, un autre critère, mais bon, c'est quand même comparable. Et on voit les secteurs où se trouve l'artificialisation, le littoral, autour des grandes métropoles, et des secteurs où le phénomène est moins important. Donc des différences de pression. Alors ensuite, bon, maintenant les liens avec la biodiversité. M. Bignon et Mme Tosnel l'ont évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais quand même, cette carte exprime une chose. Elle exprime la maille des espaces, la taille de la maille des espaces naturels, agricoles et forestiers. Alors en quoi c'est important?
on sait que les espaces naturels, pour qu'ils remplissent leur fonction d'espace naturel, doivent avoir une certaine superficie, une certaine étendue, pour que les populations végétales et animales puissent s'y exprimer, se déplacer, se nourrir, se reproduire, etc. Si vous avez une mare qui fait la taille de cette table, eh bien vous n'aurez pas les mêmes bestioles que si vous avez une mare qui est 20 fois plus grande. C'est ça cette idée, c'est qu'il y a des tailles, il y a des tailles de mailles qui sont importantes. On voit que, et l'artificialisation, bien sûr, par les infrastructures, par le bâti, elle intervient, elle fragmente la taille de cette maille. Et ça, c'est un phénomène très important. On a perdu 1 km² en presque 20 ans. Et on voit que dans les zones qui sont rouges sur cette carte, on atteint des tailles de mailles qui deviennent presque critiques pour de nombreuses espèces. C'est-à-dire qu'elles ne pourront pas trouver l'espace suffisant pour remplir leurs fonctions écologiques et biologiques. Donc ça, c'est toutes les zones rouges. On voit donc qu'on a des alertes dans la France, dans l'Ouest, et par contre, les zones Alpes et Massif central, moins Est-ce qu'il y a un lien entre ce maillage-là et le maillage agricole, la taille des parcelles agricoles? Bien sûr, mais... C'est largement historique comme... Oui, mais je rappelle que dans la définition de l'artificialisation, les espaces agricoles sont considérés comme n'étant pas artificialisés. Oui, mais on artificialise souvent sur l'espace de l'ancienne parcelle agricole. Bien sûr, et on le voit bien dans les espaces, et ça explique peut-être, le rouge en haut explique peut-être un certain nombre de choses. On voit bien quand on a des grandes propriétés foncières agricoles, des superficies de grandes cultures qui sont plusieurs hectares, qu'on agrandit, d'un seul coup, en un seul geste, on va consommer un grand nombre d'hectares. Alors que quand on fait du petit lotissement en milieu rural, mais le petit lotissement en milieu rural, il aura un impact écologique qui sera peut-être beaucoup plus fort que la proportion de surface qu'il concerne. Et ça, c'est ce que ne mesurent pas nos critères actuels. Des petits lotissements en milieu rural peuvent être aussi graves, entre guillemets, sur la biologie et l'écologie, qu'il y ait des surfaces plus grandes dans d'autres contextes. Mais ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, ça ne peut pas se mesurer. Aujourd'hui, avec les critères qu'on a, ça ne peut pas se mesurer comme ça. Et comment se fait-il que le midi en bas soit aussi vert? Alors, le midi en bas, ça veut dire que les tailles, les mailles sont restées quand même relativement grandes par rapport à ce qui se passe dans le nord. C'est parce que c'est les Alpes qu'il n'y a pas de culture. Alors bon, toute la partie à droite, c'est les Alpes, ça c'est clair. Dans les Alpes? Oui, on a... Non, mais dans le midi, sur la côte, là. Non, mais là, cette carte-là n'est relative qu'aux espaces naturels et forestiers. En fait, les espaces urbains ne sont pas intégrés dans cette cartographie de en blanc, en fait. C'est pas moi qui ai fait la carte, hein. Elle a été faite par le CEMAGREF. Mais en fait, les espaces artificialisés, l'urbanisation ne compte pas dans les espaces artificialisés. Et elle est faite à partir de... Ça prend la taille des espaces naturels. Donc en fait, si vous avez... là, on ne prend pas en compte toute la zone densifiée, mais globalement, sur cette partie du département, vous avez des espaces naturels qui sont globalement assez grands en termes de surface, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est pas la surface des espaces naturels, c'est la taille moyenne de l'espace naturel en fait. C'est la taille de la maille. Oui, c'est une cartographie elle dit quelque chose, mais vous avez raison, il faut rentrer dans la constitution de la carte. Ce qu'elle veut dire seulement, et je voudrais qu'on ait cette acceptation-là dans cet exposé, c'est de dire qu'on a des très grandes différences et qu'on a des alertes, parce que dans les zones où c'est rouge, même les espaces naturels, quand ils restent espaces naturels, n'ont plus tout à fait les fonctionnalités qu'ils devraient avoir. Et c'est ça qui est grave en fait. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que dans les Alpes tout se passe bien, hein. On soit bien d'accord, il y a aussi d'autres formes d'artificialisation, mais bon, alors les autres liens, ça a été très bien dit par M. Bignon, je ne reviens pas, hein, sur le lien entre artificialisation et fonctionnement des écosystèmes, les polluants, le changement climatique, les atténuations climatiques, etc. Bon, je n'y reviens pas. Alors, en fait, quand on ajoute toutes les thématiques qui sont essentielles à notre époque, que ce soit l'alimentation, les services écosystémiques, les sols vivants, la biodiversité, etc.,
tout converge pour dire que l'artificialisation est véritablement un problème et qu'il est urgent d'enrayer le phénomène. Voilà. Donc tous les experts relatifs qui travaillent sur le sujet, quels que soient leurs horizons, sont d'accord là-dessus. Il est urgent d'enrayer le phénomène, mais ça veut dire qu'il faut changer le modèle de développement. Enfin, aujourd'hui, le modèle de développement, et c'est ce qu'a très bien dit M. Dupont et Mme Teufel tout à l'heure, il a été basé sur des logiques qui sont des logiques de mobilité, de consommation d'espace, etc. Cette logique-là, aujourd'hui, elle n'est plus viable, on le sait très bien, et parce que l'espace est devenu rare. Alors, passons maintenant à la motion déposée par l'UICN. Donc, dans les parties gauche, vous verrez un résumé des différents points de la motion. Et dans la partie droite, les leviers à partir de ce qu'on a trouvé. Alors, ce qu'on a trouvé dans le rapport, bien sûr, dans le rapport sur l'utilisation des zones humides, mais aussi dans un rapport qui va être produit par le Comité national de la biodiversité et par le rapport en France stratégique. Donc toutes les pistes, toutes les idées qui sont autour de cette thématique. Il y a d'abord une demande, et ça c'est très bien exprimé dans la motion ICN, qui est une demande de planification. On ne peut plus aller au hasard. Une demande de planification pour mettre en cohérence. Donc une demande de planification et de cohérence. Et une demande également de maintien durable du foncier non artificialisé. Donc il faut stopper, il faut arrêter, il faut sanctuariser des espaces et il faut mettre en coordination. Donc ça, on l'a décliné un petit peu, ça passe par les outils qu'on peut avoir, les outils de planification, les SRADET, les SPOT, etc. Les politiques publiques, mais ça passe également par d'autres choses. Il faut qu'on connaisse le potentiel. Aujourd'hui, on a des friches, on a un certain nombre de friches industrielles, je ne parle pas des friches agricoles, un certain nombre de friches industrielles et commerciales qui représentent un potentiel qui doit être récupéré. Il faut qu'on connaisse ce potentiel. Actuellement, il y a un certain nombre d'inventaires qui sont en friche, mais qui sont en place. Mais il faut continuer ce travail d'inventaire. L'implication de la séquence de la démarche éviter, réduire, compenser. D'abord éviter, d'abord réduire, bien sûr, mais quand il faut qu'on compense, eh bien, allons compenser dans les espaces qu'on aura inventoriés où on a des friches aujourd'hui, plutôt que d'aller compenser sur des espaces qui sont encore non artificialisés. Madame Auberge, il y a encore d'autres intervenants. Est-ce que vous pensez pouvoir conclure? J'ai 3 diapos. Vite alors. Bon. Les textes d'émotion sont disponibles sur le site internet du... Oui, mais par contre le développement, lui, n'est pas les leviers techniques. On a un énorme besoin de connaissances, d'améliorer les connaissances. On a un énorme besoin de leviers techniques, aussi bien sur les méthodes, sur les pratiques, etc. Et les solutions fondées sur la nature, ce sont des techniques qui ne s'inventent pas, qu'il faut que l'on acquiert. On a un énorme besoin également de réfléchir économie circulaire, le recyclage. Alors tout à l'heure, on évoquait le renouvellement urbain, c'est une forme de recyclage. Mais du recyclage à toutes les échelles, et notamment la renaturation, c'est-à-dire revenir sur les espaces à renaturer. Bien sûr, le levier fiscal et économie, les aides. On doit mettre en cohérence toute la fiscalité et les taxes et les subventions sur cette thématique-là. Arrêter de subventionner des actions qui sont artificialisées. Les PSE, on l'a évoqué tout à l'heure. Les aspects réglementaires, on a des outils aujourd'hui qu'on utilise peu ou pas assez. On devrait les utiliser davantage, et notamment le rôle des CDPNAF qui est, à notre avis, à conforter et à redéfinir. Et bien sûr, la sensibilisation des acteurs et la mobilisation des acteurs, dont nous, associations, bien sûr, nous sommes partie prenante de cette réflexion. Et puis, je voudrais juste finir sur cette idée de renaturation. Ça, c'est une expérience. Alors, c'est une zone humide, on n'est pas en mangrove, on est sur un marais salé intérieur, puisqu'on est dans la banlieue de Clermont-Ferrand, où un très vaste marais salé qui a été éventré par un autoroute, des zones d'activité, etc., grâce à des moyens
pas très chers en fait, qui ont été en partie à la fois des fonds publics et des fonds privés. On a réussi à renaturer, c'est-à-dire à désartificialiser ce marais pour nous retrouver ses fonctionnalités. Et au bout de 4 ans, eh bien, on a eu la chance de trouver une mousse dont c'était la première fois qu'on a trouvé le jeu. Voilà. Donc, vous voyez, 4 ans, c'est génial. On parlait tout à l'heure de la vitalité écologique, c'est pas un vain mot. Voilà, je vous remercie.